L'hymne national du Maroc a retenti sous la verrière du Grand Palais à l'occasion du Festival du Livre de Paris, célébrant la littérature marocaine. Durant 3 jours, les visiteurs pourront aller à la rencontre d'une centaine d'auteurs et autrices marocains, mais pas que. Le président français a visité ce matin le pavillon de 330 mètres carrés, rien que ça, dédié à faire briller le foyer de créativité littéraire qu'est le Maroc. Reportage de nos envoyés spéciaux à Paris, Amina Ben Khalq, Amin Haddo et Abdelatif Arab. Les hymnes marocains et français interprétés devant le président français par la chanteuse Nabila Ma'an. Un grand moment d'émotion, mais surtout un symbole fort, celui du nouveau livre qui s'écrit entre les deux pays. Selon Emmanuel Macron, la présence du royaume à cette fête du livre à Paris est une grande fierté. De pouvoir honorer l'engagement pris avec Sa Majesté le Roi, d'avoir justement le Maroc comme invité d'honneur de ce salon du livre, c'est pour nous une très grande chance. Et dans ce moment où le monde est de plus en plus incertain, sceller l'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française à travers cette présence forte du Maroc, de ses écrivains, mais aussi de sa culture, de ce qu'on est en train de voir, son patrimoine culturel très profond, et bien c'est aussi montrer toute la force de l'amitié, la profondeur de l'amitié entre nos deux pays. Donc je suis très heureux de pouvoir recevoir là avec la ministre de la Culture son homologue marocain, avec Madame la Commissaire et l'ensemble des institutions qui ont contribué à cette présence au Salon du Livre. C'est une grande fierté pour nous et je crois que ça consacre aussi ce que voulait Sa Majesté le Roi, comme ce que je voulais moi-même. Donc je suis très heureux de cela. Aux côtés d'Emmanuel Macron, la ministre de la Culture française Rachida Dati, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Mohamed Mehdi Ben Saïd et l'ambassadeur du Royaume à Paris Samira Sitael pour cette visite de l'imposant pavillon marocain, un espace de plus de 300 mètres carrés où le Maroc, invité d'honneur, expose sa richesse littéraire, son artisanat, son histoire. Tout ce partenariat, j'allais dire, s'inscrit dans une longue histoire. Mais comme a dit, je vais citer Sa Majesté le Roi, il avait dit c'est un nouveau livre que nous écrivons ensemble. C'est la première page de ce nouveau livre avec ce Salon du Livre, le Maroc comme invité d'honneur. Mais par ce partenariat culturel, par ce Salon du Livre, il y a tous les volets de la culture. Cette invitation rentre dans la continuité des accords qui ont été signés devant Sa Majesté et le roi Lensro et le président de la République, et ce qui démontre encore une fois la profondeur de notre relation avec la France depuis bien sûr la visite du président et la reconnaissance aussi de la marocanité du Sahara par la France. Comme le président l'avait rappelé, un nouveau chapitre s'est ouvert et nous sommes justement dans ce chapitre-là. Puisqu'on parle de chapitre, on parle de livre, on parle de littérature. Le Maroc a eu donc cet honneur d'être invité au Salon du Livre. Le Maroc et la France, une relation sensible et profonde selon Emmanuel Macron, qui a insisté sur l'importance d'honorer les dialogues permanents entre les poètes, romanciers et intellectuels des deux pays. Et je vous propose de retrouver Amina Ben Khalq depuis Paris. Amina Ben Khalq qui a retracé pour nous cette première journée du Festival du Livre avec le Maroc comme invité d'honneur. Amina, qu'est-ce qui fait la particularité de cette édition ? Bonsoir Salima, c'est un salon spécial à plus d'un égard. D'abord parlons de ce lieu emblématique de Paris, ce grand palais qui est l'écrin originel du salon et qui a été rénové, qui a fait peau neuve pour accueillir le grand public. Paris réussi car sous cette verrière magnifiée, nous avons constaté une incroyable effervescence dès les premiers instants du salon. Un salon qui a été officiellement lancé par Emmanuel Macron, le président français, a visité tous les stands du salon et s'est particulièrement arrêté ici en plein pavillon marocain où il a pu scruter de près certaines pièces historiques, certains documents comme ces lettres de correspondance du sultan Moulay Abdelaziz. Il a également pu voir de près une animation qui montre la beauté du zlige marocain, bref tout ce qui fait la diversité culturelle et la richesse culturelle du royaume. C'est aussi
aussi un moment chaleureux qui illustrait cette nouvelle page, ce nouveau livre qui s'écrit entre le Maroc et la France. Et en parlant de nouveaux livres, nous avons également croisé beaucoup de jeunes écrivains qui ont saisi cette opportunité pour venir présenter et défendre leurs livres. Ils partagent toujours la scène avec de grands noms de la littérature marocaine comme Driss Xiques, Salim Jay, Fouad Laroui, Asma El-Mrabet. Je vous cite tous ces écrivains que nous avons croisés aujourd'hui et qui avaient des séances de présentation ou de dédicace de leurs livres. Bref, c'est une véritable fête du livre et plus particulièrement la fête du livre marocain ici à Paris. Merci beaucoup Amina pour cette correspondance enregistrée un peu plus tôt dans la journée. Et un autre dossier, toujours à la une ce soir, cette série d'attaques cybernétiques qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui continue d'alimenter les pages de la presse écrite nationale. C'est ce que vous avez exploré pour nous, Jazia El-Hammari. Bonsoir. Bonsoir Salima, exactement. On débute par cet éditorial paru aujourd'hui dans El Bayan. Najib Amrani y évoque notamment que le numérique n'est plus une simple option de modernisation. Il est un territoire souverain que l'on ne peut plus se permettre de négliger. Le rédacteur en chef soutient que l'une des solutions afin d'éviter le même scénario à l'avenir est d'avoir recours à une politique plus proactive. Cela passe par la création d'une véritable agence de cybersécurité. Une solution parmi d'autres proposée par Mohamed Rami. Dans cette interview publiée dans l'Opinion, il explique que le site de la CNSS a récemment été renouvelé. La mise à jour peut créer involontairement de nouvelles brèches qui seront inéluctablement exploitées par les agents malveillants. Il soutient dans ce sens la sécurisation cybernétique nécessite un dispositif 360 degrés en tenant compte du côté purement technique et du management de la sécurité de l'information selon la norme ISO 27001. Dans les quotidiens, toujours cette une de l'Économiste ce week-end et ce titre édifiant. Grosse faille dans le bouclier. Cette analyse rappelle entre autres que 2 millions de personnes au total sont victimes de la dite attaque. Autant de personnes qui se posent, selon le journal marocain, de grandes interrogations sur la sécurité des systèmes d'information. Autre point soulevé par ce papier, on y apprend que la Défense nationale prépare un rapport d'audit. Comment les hebdomadaires ont-ils traité cette thématique ? On commence par Tel Quel qui consacre aussi sa une cette semaine à ce dossier. Parmi les papiers publiés, je me suis arrêtée sur cet édito signé Yassine Mejdi qui martèle la réalité est brutale. Pour l'heure, personne ne peut encore mesurer pleinement la profondeur de cette brèche informatique. Le directeur de publication tire la sonnette d'alarme. Le piratage de la CNSS doit donc être un électrochoc afin de tirer des leçons en renforçant drastiquement les dispositifs de cybersécurité. De son côté, Challenge partage le communiqué de la CNSS dans lequel la Caisse met en avant que le protocole de sécurité informatique a été actionné avec des mesures correctives qui ont permis de contenir le chemin utilisé et de renforcer les infrastructures et d'ajouter que des moyens ont été mis en œuvre pour identifier précisément les données concernées. Une manière pour l'institution de souligner que la protection des données personnelles et la confidentialité des informations des usagers constitue une priorité absolue. Finissons avec Maroc Hebdo qui se fait naturellement l'écho de cette attaque. L'éditorial de cette semaine rappelle que ces documents sont certainement faux, inexacts ou tronqués pour beaucoup d'entre eux, comme l'a affirmé l'institution dirigée par Hassan Boubrik. Il n'en reste pas moins qu'il y a bien une brèche. Et d'ajouter que de sources bien informées, Maroc Hebdo a en outre appris que l'administration de la Défense nationale a dès le départ été impliquée et que ces hommes ont réussi à empêcher que la cyberattaque ne prenne une ampleur encore plus importante, sachant que selon Wissam El-Bouzdaini, la qualité et la quantité des cyberattaques de par le monde connaissent à l'heure actuelle un grand développement, Salima. Et merci beaucoup et à dimanche pour votre traditionnelle revue de presse hebdomadaire. Au lendemain de cette cyberattaque sans précédent, le Maroc, par la voix de son porte-parole du gouvernement, a dénoncé un acte criminel mené par des partis hostiles au pays ayant entraîné la fuite d'un certain nombre de données relatives à la CNSS sur les réseaux sociaux. Ces piratages sont, selon le responsable, une tentative de nuire aux percées diplomatiques. Moustapha Beites a déclaré, je cite, «
Cette attaque a eu lieu le jour même où les États-Unis ont réitéré leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Et ces cyberattaques constituent un enjeu géopolitique majeur. Pour en parler, à mes côtés, Ali El-Hareichi, expert en relations internationales. Merci à vous d'être là. Alors, comment est-ce que vous analyseriez les propos qui ont été tenus dans un premier temps par le porte-parole du gouvernement ? Oui, en effet, les succès diplomatiques du Maroc récents, en devenir et passés, font que le Maroc devient une cible, malheureusement, une cible d'acteurs malveillants, d'acteurs qui essaient de nuire au Maroc et en utilisant des outils nouveaux, c'est les outils de l'informatique et de la cybercriminalité qui rentrent dans la crime internationale. Quand on parle de la cybercriminalité, c'est comme le terrorisme. Ce sont des attaques malveillantes qui touchent soit des entreprises, soit des États, soit des administrations publiques. Et en effet, donc, le Maroc, il est de succès en succès dans sa diplomatie et d'ailleurs la réaffirmation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par le ministre des Affaires étrangères américain, donc le secrétaire d'État, est arrivé en même temps que cette attaque-là. Heureusement que cela a été, comme cela a été dit, donc il y a la défense nationale qui intervient et qui, comme un bouclier pour arrêter, c'est-à-dire l'ampleur de cette attaque. Et on se pose des questions aussi par rapport à comment c'est-à-dire dans l'avenir, à ne pas avoir d'autres attaques, puisque cela touche le monde entier. Alors justement, on va en parler. Malgré tout, les systèmes de sécurité marocains sont loin, très loin d'être défaillants. Depuis plusieurs années déjà, il existe des dispositifs juridiques, techniques, pour permettre au royaume de se protéger. Oui, le Maroc, il a un arsenal juridique dans ce sens-là. On a la loi 0809, c'est la loi donc qui a d'abord créé la protection de la donnée à caractère personnel et qui a créé la CNDP, donc la Commission nationale de la protection et de contrôle de la donnée à caractère personnel. Et après, nous avons la loi 05-020 et cette loi-là, elle est spécialement dédiée à la cybersécurité. Donc c'est une loi qui est arrivée pour renforcer le système juridique par rapport à la cybersécurité et surtout la cybersécurité des administrations publiques, des établissements publics, des collectivités locales, donc tout ce qui est public et là où il y a un système d'information. Donc ce sont deux lois nationales et puis le Maroc adhère aussi à des conventions internationales. Il y a la convention de Prague de 2001 et cette convention-là, elle est très importante parce que cette convention, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet aux États d'harmoniser leur travail pour lutter contre la cybercriminalité et surtout d'avoir normalement la traçabilité à l'international quand ça vient de l'étranger. Donc il y a aussi le Maroc a adhéré à la Convention du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire en 2019, et tout ce système juridique, il permet au Maroc de se protéger d'abord juridiquement et même techniquement. Quand on voit la loi 05-20, c'est une loi qui permet de faire le suivi technique et la protection technique des établissements publics, des institutions publiques par rapport au système d'information. Donc pour l'aspect juridique et technique. Alors cette cyberpiraterie est loin d'être un cas isolé. Les nations les plus avancées du monde en sont victimes, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce que la cyberpiraterie, elle peut redéfinir en fait les dimensions géopolitiques ? Aux relations internationales, on parlait du hard power, du soft power et puis parfois du smart power quand on les regroupe. Mais il y a aussi cet élément qu'on appelle le sharp power. C'est l'utilisation par des agents malveillants, que ce soit, comme j'ai dit, du terrorisme ou de la cybercriminalité, où on peut toucher les intérêts vitaux des États parce que l'information est une donnée très importante et surtout comment les États doivent agir, c'est surtout par la Convention de Prague de 2001 qui permet donc d'harmoniser les moyens de lutte contre la cybercriminalité, surtout qu'aujourd'hui, il y a aussi l'intelligence artificielle, donc c'est vraiment évolutif, progressif, donc les États doivent harmoniser et en même temps être très vigilants à tout ce qui peut toucher à l'information, à la sécurité des informations. Donc encourager le multilatéralisme. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions.
Les États-Unis ont réaffirmé de nouveau leur soutien à l'intégrité territoriale du Royaume par la voix de la responsable des affaires politiques au département d'État américain. Au lendemain de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, Lisa Kenna a rencontré à ce propos l'émissaire de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, en préparation de la réunion du Conseil de sécurité prévue lundi prochain. Et la responsable a donc réitéré les propos du secrétaire d'État Marco Rubio, selon lesquels l'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution. Et les patients atteints de cette maladie peuvent, selon les cas, bénéficier d'une cure thermale. Comment promouvoir le tourisme médical et tout particulièrement le tourisme thermal? Une question exposée lors d'un forum régional organisé à Fès. Il rassemble plusieurs acteurs décidés à valoriser les richesses naturelles, patrimoniales et culturelles de la région et à en faire une destination incontournable en misant sur le potentiel unique de ses sources aux multiples bienfaits. Deris El Cohen et Sarah Jabri. De Moulay Yarkoub à Sidi Harazm en passant par Ain Shifa ou Ain Allah, la région de Fès-Meknès est dotée de stations thermales dont les eaux sont reconnues pour leurs propriétés thérapeutiques. Fort de ce patrimoine d'exception, la région entend aujourd'hui élargir son attractivité en misant sur le tourisme thermal. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir donc lancer ce premier forum avec des centaines d'invités aujourd'hui pour découvrir un petit peu les différentes facettes et notamment le thermalisme et les différentes sources de thermalisme qui existent dans notre région. C'est une niche très importante du tourisme et pour nous c'est l'occasion surtout de mettre en évidence le potentiel touristique de la région Fès-Meknès. Les participants ont mis la lumière sur ces ressources naturelles exceptionnelles dont regorge la région. L'occasion également d'échanger sur les défis à relever, notamment en termes de modernisation des infrastructures et la formation des professionnels. La tenue de ce forum a pour objectif de contribuer à l'essor de la région en capitalisant sur son patrimoine naturel et ses potentialités touristiques, particulièrement en ce qui concerne le tourisme de santé. Cela nécessite la conjugaison des efforts de plusieurs partenaires institutionnels au niveau de la région, mais aussi du secteur privé. L'université a également un rôle à jouer à travers la promotion de la recherche scientifique pour développer le secteur. L'enjeu est désormais d'inscrire ces destinations dans une offre touristique plus large, associant soins thermaux, écotourisme et découvertes culturelles. Une approche qui permettrait à la région de s'imposer comme une référence nationale et internationale en matière de tourisme.